Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est littéralement dans nos assiettes, les aliments ultra transformés. Hmm. On a sur la table une série d'articles très denses, tout juste publiés fin 2025 dans la revue The Lancet, plus quelques études pour compléter le tableau. C'est ça. Et notre mission, c'est un peu de démêler ce que la science nous dit, de comprendre pourquoi ces produits sont absolument partout, et puis de voir quelles sont les pistes pour reprendre le contrôle. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que les sources ne se contentent pas de pointer un problème de santé. Non. Elles décortiquent tout un système. L'économie, la politique, le marketing. C'est une analyse à 360 degrés en fait. D'accord, alors commençons par la base. Un aliment ultra transformé, ou AUT, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, J'ai un peu l'impression que tout ce qui est dans un emballage finit par tomber dans cette catégorie. c'est une confusion fréquente, oui. Les sources donnent une définition assez technique mais précise. D'accord. Ce sont des formulations commerciales de marque, fabriquées à partir d'ingrédients très peu chers, Mhm. combinés à des additifs et qui contiennent, pour la plupart, très peu ou pas du tout d'aliments entiers. Donc on parle de soda, de snacks, ce genre de choses? Voilà, les plats préparés, les céréales du petit déjeuner, Des formulations commerciales, donc on est plus proche de la chimie industrielle que de la cuisine. c'est un peu ça. Le système de classification le plus utilisé, Nova, il ne regarde pas seulement la quantité de sucre ou de gras. Ah bon? Il insiste sur le degré et surtout le but de la transformation. Et le but principal de l'ultra-transformation, d'après ces experts, c'est de maximiser les profits. Donc pas de nous nourrir. Pas en premier lieu, non. Le but est de créer des produits hyper appétants, qui se conservent très longtemps, et qui sont si pratiques qu'ils finissent par remplacer les repas faits maison. D'accord. Le but est de créer un produit rentable. Alors, venons-en aux conséquences. On entend beaucoup de choses, les risques pour la santé. Qu'est-ce que la science dit vraiment? C'est si grave? La pile d'études commence à être très très haute. Oui. Une des sources résume plusieurs méta-analyses et la conclusion est claire. Une grosse consommation d'UEUT est associée à un risque plus élevé pour toute une série de problèmes. C'est-à-dire? On parle d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de dépression et même de mortalité toutes causes confondues. C'est une liste assez effrayante. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas juste parce que c'est plein de sucre, de sel, de mauvais gras? C'est la question clé. Si on reformulait une pizza surgelée pour qu'elle soit saine, le problème serait réglé? Et c'est là que ça devient fascinant. La réponse des chercheurs, c'est non. Ah, Ces associations négatives persistent, même quand on ajuste les calculs pour prendre en compte cette mauvaise qualité nutritionnelle. d'accord. Ça suggère très fortement qu'il y a autre chose, que le problème vient du processus d'ultra-transformation lui-même. Et on a des pistes pour expliquer ça? Oui, les sources en explorent plusieurs. La première, ce sont les additifs. Hmm. Pas juste le sel et le sucre, hein, mais les émulsifiants, les colorants, les édulcorants, des centaines de substances. Et on sait ce que ça fait, hein? Sur les animaux, des études montrent que certains peuvent perturber le microbiote intestinal, créer de l'inflammation. Et chez l'humain, l'effet cocktail de tous ces mélanges sur le long terme, on ne sait presque rien. La deuxième piste dans les articles, c'est ce concept de matrice alimentaire. Ça m'a l'air un peu technique, ça. C'est une excellente question. En fait, c'est simple. Imaginez la différence entre un grain de blé entier et de la farine blanche ultra fine. D'accord? La transformation a pulvérisé la structure de l'aliment, sa matrice. Et cette structure physique, elle influence la vitesse à laquelle on mange, comment les nutriments sont absorbés. Et notre sensation de faim également. Exactement, notre sentiment de satiété. Un aliment ultra transformé, souvent très mou, qui fond dans la bouche, il court-circuite complètement nos signaux de satiété. C'est pour ça qu'il est si facile d'en manger trop. C'est très clair. Et il y avait une dernière piste. Oui, les contaminants, ceux qui viennent du processus et de l'emballage. Ah, les plastiques et compagnie. C'est ça, les phtalates, le bisphénol A, ces substances peuvent migrer dans la nourriture. Une étude citée montre que les gros consommateurs d'OUT ont des concentrations plus élevées de ces composés dans leurs urines. Et certains sont des perturbateurs endocriniens? Connus, oui. D'accord. Le dossier médical est lourd. Ce qui mène à la question évidente, si c'est si problématique, pourquoi ça a envahi nos vies à ce point? Ce n'est pas un hasard, j'imagine. Ah non, absolument pas. Les sources sont unanimes là-dessus. Le moteur, c'est une rentabilité hors du commun. C'est-à-dire?
Il y a une analyse financière qui a calculé qu'entre 1962 et 2021, sur 2900 milliards de dollars de retour aux actionnaires dans le secteur alimentaire américain, Oui. plus de la moitié venait des seuls fabricants DUT. Attendez, plus de la moitié! C'est colossal! Comment c'est possible? Ils utilisent des ingrédients de base qui ne coûtent presque rien, Ah oui. des dérivés de maïs, de soja, de sucre, des huiles végétales, qui sont souvent massivement subventionnés par les politiques agricoles, Et l'argent économisé? et réinvestis massivement dans le marketing pour créer des marques fortes et stimuler la demande. J'ai vu un chiffre dans les sources à ce sujet qui donne le vertige. Oui, il est marquant. En 2024, juste 3 entreprises, Lesquels? Coca-Cola, PepsiCo et Mondelez, à elles 3, elles ont dépensé 13,2 milliards de dollars. 13 milliards. Pour mettre ça en perspective, c'est presque 4 fois le budget de fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une puissance de feu incroyable et j'imagine qu'une telle puissance économique se transforme très vite en pouvoir politique. Et c'est le cœur du problème selon un des articles. C'est décrit comme l'obstacle numéro 1 À quoi? à toute politique de santé publique efficace. Les auteurs parlent d'un véritable playbook. Un playbook, comme un manuel de C'est stratégie. exactement ça. Un manuel que l'industrie utilise systématiquement pour bloquer, affaiblir ou retarder toute réglementation qui pourrait menacer leur modèle. On dirait une partie d'échecs à l'échelle mondiale. Concrètement, ça se déploie comment sur le terrain? On te les regroupe là en 3 grandes catégories. D'abord, l'action directe. Le lobbying? Le lobbying classique, le financement des campagnes. L'exemple du Brésil est frappant. Avant l'interdiction, plus de la moitié des parlementaires avaient reçu de l'argent de l'industrie agroalimentaire. Et il y a aussi le phénomène de la porte tournante, j'imagine. Exactement. Des fonctionnaires qui passent dans le privé et inversement. Une source indique qu'aux États-Unis en 2024, 65% des lobbyistes du secteur étaient d'anciens employés du gouvernement. Ils connaissent les rouages, les failles. Voilà. Et si ça ne suffit pas, il y a l'arme juridique. Au Mexique, l'industrie a lancé des dizaines de recours contre l'étiquetage nutritionnel pour retarder la loi de plusieurs années. D'accord, ça c'est l'action directe. Mais il doit y avoir des méthodes plus subtiles. Oui, et c'est la deuxième catégorie, l'influence sur les institutions. Une de leurs tactiques préférées, c'est de promouvoir l'autorégulation. Laissez-nous faire, on va s'en occuper. C'est ça. Ils proposent des engagements volontaires, on va réduire le sel de 10% d'ici 5 ans, pour éviter une loi contraignante. Sauf que ces promesses sont rarement tenues. Et ils cherchent aussi à s'inviter à la table des négociations, j'ai lu ça. C'est un point clé. Ils promeuvent la gouvernance multipartite. C'est-à-dire? Des partenariats avec des gouvernements, des agences de l'ONU. En apparence, c'est constructif, mais ça leur permet d'orienter les solutions vers ce qui les arrange. La reformulation des produits, par exemple? Plutôt que des mesures fortes comme la restriction du marketing, oui. Et la dernière stratégie, la plus insidieuse peut-être, l'influence sur les idées. C'est ça, façonner le récit. D'abord, en déplaçant la responsabilité sur l'individu. Le fameux « c'est une question de choix personnel, de manque de volonté Précisément. Ça dilue complètement le rôle de l'environnement alimentaire qu'ils ont créé. ». Et après, il y a le health-washing. Le health-washing, le greenwashing. Mettre en avant un produit enrichi en vitamines ou avec un emballage recyclable pour se donner une image saine et responsable. Et le dernier point, C'est une tactique héritée de l'industrie du tabac. Générer du doute. comment? En finançant des études, des scientifiques, des instituts qui vont produire des résultats contraires aux données indépendantes pour créer une impression de controverse scientifique. Et ça paralyse l'action politique. Le tableau est assez sombre. Face à un système aussi puissant, on pourrait se sentir démuni. Mais les sources parlent aussi de solutions, non? Il y a des pays qui arrivent à riposter. Oui, et c'est la partie vraiment porteuse d'espoir de ces publications. Malgré la pression, des politiques publiques courageuses émergent, surtout en Amérique latine, et les évaluations montrent qu'elles fonctionnent. Ah, alors parlons-en. Quelle est la mesure qui semble avoir le plus d'impact? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du Chili. C'est l'exemple le plus emblématique. Le Chili a mis en place des avertissements très clairs en face avant des produits. Des octogones noirs. Avec riche en sucre, riche en calories. Voilà, c'est simple, c'est visible, et ça ne demande pas de savoir déchiffrer un tableau nutritionnel. Et la loi chilienne est plus large que ça, il me semble. Oui, elle interdit aussi le marketing qui cible les enfants de moins de 14 ans. Donc, fini les mascottes sur les paquets de céréales. C'est ça. Et elle restreint aussi la vente de ces produits dans et autour des écoles. Les études d'impact sont très positives. Les gens les utilisent, ces avertissements. Oui,
Ils les comprennent, ils les utilisent, et les achats de boissons sucrées et d'autres produits ciblés ont baissé de façon significative. C'est intéressant parce qu'en Europe, on a le Nutri-Score. Une des études se penche sur une version améliorée, c'est bien ça? Oui, une étude a testé un Nutri-Score 2.0. L'idée était de garder le code couleur et les lettres, mais d'y ajouter un bandeau noir distinct pour les produits ultra transformés. Un double signalement, en quelque sorte. Exactement. Et le résultat est très net. Les participants étaient bien meilleurs pour identifier à la fois la qualité nutritionnelle et le degré de transformation. Donc, les deux informations sont complémentaires. Et les consommateurs sont tout à fait capables de les intégrer. D'accord, pour l'étiquetage. Quels autres leviers d'action? Les taxes, ça fonctionne? C'est un autre outil puissant. Plus de 100 pays ont maintenant une taxe sur les boissons sucrées. Et ça a un effet. Les évaluations au Mexique ou en Hongrie montrent une baisse de la consommation, oui. Et l'idée, ce n'est pas seulement de décourager l'achat. C'est aussi d'utiliser les revenus. Voilà, on peut s'en servir pour subventionner les fruits et légumes, ou pour financer des fontanes à eau potable dans les écoles. Jusqu'ici, on parle de produits. Mais est-ce qu'on peut agir sur l'environnement alimentaire dans son ensemble? J'ai été très impressionnée par l'exemple des cantines scolaires au Brésil. Ah oui, c'est un cas d'école. Le programme d'alimentation scolaire brésilien nourrit 40 millions d'élèves. C'est un levier énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une résolution de 2020 a aligné les menus sur leur guide alimentaire, qui conseille d'éviter les AUT. Concrètement, au moins 80% du budget des cantines doit maintenant aller à des aliments frais ou peu transformés. Et les AUT sont plafonnés. Exactement. Et l'objectif est de passer à 90% d'aliments frais d'ici 2026. C'est une décision politique qui change le marché du jour au lendemain, Ça crée une demande énorme pour l'agriculture locale. tout en protégeant la santé des enfants. C'est très puissant. C'est encourageant. Mais un des articles soulève un point crucial, celui de la transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire? On risque de pénaliser les plus fragiles? C'est un risque bien réel. Une transition juste, c'est s'assurer que le changement de système ne se fasse pas sur le dos des plus vulnérables. Par exemple. Si on se contente de dire cuisiner plus, on risque d'alourdir la charge de travail domestique qui pèse déjà de manière disproportionnée sur les femmes. Il y a aussi la question du coût. Pour beaucoup de familles, les EIT, c'est des calories pas chères. Précisément, il faut donc garantir que des alternatives saines, pratiques et abordables soient disponibles. Et il faut aussi penser à la reconversion des travailleurs de l'industrie. Et tout ça, j'imagine, ne peut pas se faire pays par pays, dans son coin. Il faut une action plus globale. Oui, c'est un des messages forts des auteurs. Ils appellent à faire de la lutte contre les OUT une priorité de santé mondiale. Distincte de la seule lutte contre l'obésité. Oui. Le vrai enjeu, disent-ils, c'est le remplacement de la vraie nourriture par des formulations industrielles. Ils proposent même de créer un réseau d'action mondiale, un peu sur le modèle de la lutte anti-tabac, Pour partager les stratégies, se soutenir. face aux pressions de l'industrie, oui. Et ça implique aussi de réformer certaines instances internationales. Les sources mentionnent le Codex Alimentarius. C'est quoi exactement? C'est une commission de l'ONU et de l'OMS qui fixe les normes alimentaires mondiales. Sur les additifs, l'étiquetage. Et quel est le problème? Le problème, c'est que l'industrie y est très présente, très influente, et que le Codex a du mal à intégrer les risques liés aux maladies chroniques. Une réforme de sa gouvernance est jugée urgente. Bon, si on essaie de synthétiser. Le premier message, c'est que l'omniprésence des EET, ce n'est pas une fatalité ou une affaire de choix individuel. Non, c'est le résultat logique d'un système pensé pour le profit. Deuxièmement, pour protéger ce modèle, l'industrie déploie des stratégies politiques extrêmement rodées. C'est ça. Mais, et c'est le troisième point, le plus important, des solutions existent. C'est le message d'espoir. Des politiques publiques courageuses sur l'étiquetage, la fiscalité, le marketing ont prouvé leur efficacité. Elles peuvent vraiment changer la donne. C'est donc une transformation profonde de notre système qui est nécessaire. Et ça nous amène à la dernière pensée, une question un peu provocatrice soulevée par les sources. Oui, les auteurs posent cette question. Si l'objectif c'est de réduire activement la production et la consommation de produits socialement inutiles, voire nuisibles, Pour notre santé et pour la planète. Voilà. On parle alors d'un modèle de décroissance pour certains secteurs de l'industrie alimentaire. Et la question c'est, Qu'est-ce qu'un tel concept impliquerait non seulement pour ce qu'on mange, mais pour la logique même de nos systèmes économiques?